par Rigambald et Serge Monaston écrit en 1985, c'est-à-dire avant même la popularisation d'Internet, un texte montrant les projets du nouvel ordre mondial. Ce qui intrigue dans ce texte, ce n'est pas seulement son contexte. Comme les relais pro nouvel ordre mondial et autres idiots utiles font constamment remarquer en fustigeant un contexte paranoïde ou extrême droitiste ou extrême gauchiste, voire extrême centriste ou nihiliste, mais le fond du texte lui-même, les informations prédictives qu'il dévoile et qui se retrouvent pour une partie très importante vérifiées par les faits, plus de 30 ans après leur première publication. Ce qui importe ici c'est de lire ce qui est écrit noir sur blanc, ce qui a été écrit il y a plus de 30 ans et qui se trouve recoupé par les faits eux-mêmes. D'abord nous allons voir comment le système s'y prend pour manipuler la population. Comment manipuler la populace, en 10 leçons. 1. La stratégie de la distraction. Élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles, dans les domaines de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie, et de la cybernétique. Garder l'attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivé par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, sans aucun temps pour penser. De retour à la ferme avec les autres animaux. Extrait de Armes silencieuses pour guerre tranquille. 2. Créer des problèmes, puis offrir des solutions. Cette méthode est aussi appelée problème-réaction-solution. On crée d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine, ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore, créer une crise économique, pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. 3. La stratégie de la dégradation. Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement, en dégradé, sur une durée de 10 ans. C'est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles, néolibéralisme, ont été imposées durant les années 1980 à 1990. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisation, salaire n'assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été appliqués brutalement. 4. La stratégie du différé. Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme douloureuse mais nécessaire, en obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite. Ensuite parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que tout ira mieux demain et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec résignation lorsque le moment sera venu. 5. S'adresser au public comme à des enfants en bas âge. La plupart des publicités destinées au grand public utilisent un discours, des arguments, des personnages, et un ton particulièrement infantilisant, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas âge ou un handicapé mental. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi ? Si on s'adresse à une personne, comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celle d'une personne de 12 ans. Extrait de Armes silencieuses pour guerre tranquille. 6. Faire appel à l'émotionnel, plutôt qu'à la réflexion. Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle, et donc le sens critique des individus. De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient, pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions, ou des comportements. 7.
maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre, de telle sorte que le fossé de l'ignorance, qui isole les classes inférieures des classes supérieures, soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. Extrait de Armes silencieuses pour guerre tranquille. 8. Encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Encourager le public à trouver cool le fait d'être stupide, vulgaire, et inculte. 9. Remplacer la révolte par la culpabilité. Faire croire à l'individu qu'il est seul responsable de son malheur, à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités, ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif, dont l'un des effets est l'inhibition de l'action. Et sans action, pas de révolution. 10. Connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie, et la psychologie appliquée, sans compter les enquêtes de surveillance d'écoute et de renseignement, le système est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l'individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes. Père Rigimbalde et Serge Monast en 1985 nous annoncent le nouvel ordre mondial. Révélation importante à une époque où Internet n'existait pas encore. Une vidéo archive, en notre possession, montre que Serge Monast, tout comme le Père Rigimbalde, fut l'un des pionniers de la lutte contre le nouvel ordre mondial, alors même que celui-ci n'était encore dans les médias de l'époque qu'une théorie du complot, limitée à 2 ou 3 énergumènes plus ou moins dérangés, avant de devenir aujourd'hui l'objectif, voire l'obsession, des grands de ce monde et de leurs très puissants maîtres. But du projet mondialiste, établissement de l'occulte mondial. Moyen de financement du projet, contrôle du FMI, du GATT, de la Commission de Bruxelles, de l'OTAN, de l'ONU et d'autres organismes internationaux. Les dernières 18 années furent très profitables pour l'avancement de nos projets mondiaux. Je peux vous dire, frères, que nous touchons maintenant presque au but. La chute des États-nations n'est plus qu'une question de temps, assez court, dois-je vous avouer en toute confiance. Grâce à nos agents d'infiltration et à nos moyens financiers colossaux, des progrès sans précédent ont maintenant été accomplis dans tous les domaines de la science et de la technologie dont nous contrôlons financièrement les plus grandes corporations. Depuis les réunions secrètes avec Monsieur de Rothschild dans les années 56, et qui avaient pour but de mettre au point le développement et l'implantation mondiale des ordinateurs, il nous est maintenant possible d'entrevoir la mise en place d'un genre d'autoroute internationale où toutes ces machines seraient reliées entre elles. Car, comme vous le savez déjà, le contrôle direct et individuel des populations de la planète serait à tout le moins totalement impossible sans l'usage des ordinateurs, et leur attachement électronique les uns par rapport aux autres en un vaste réseau mondial. Ces machines d'ailleurs ont l'avantage de pouvoir remplacer des millions d'individus. De plus, elles ne possèdent ni conscience, ni morale aucune, ce qui est indispensable pour la réussite d'un projet comme le nôtre. Surtout, ces machines accomplissent, sans discuter, tout ce qui leur est dicté. Elles sont des esclaves parfaits, dont ont tant rêvé nos prédécesseurs, mais sans qu'ils aient été à même de se douter qu'un jour, il nous serait possible d'accomplir un tel prodige. Ces machines sans patrie, sans couleur, sans religion, sans appartenance politique, sont l'ultime accomplissement et outil de notre nouvel ordre mondial. Elles en sont la pierre angulaire. L'organisation de ces machines en un vaste réseau mondial, dont nous contrôlerons les leviers supérieurs, nous servira à immobiliser les populations. Comment? Comme vous le savez, la structure de base de notre nouvel ordre mondial est composée, dans son essence, d'une multitude de réseaux divers couvrant chacun toutes les sphères de l'activité humaine sur toute l'étendue de la planète.
Jusqu'à ce jour, tous ces réseaux étaient reliés entre eux par une base idéologique commune, celle de l'homme comme étant le centre et l'ultime accomplissement de l'univers. Ainsi, grâce à tous ces réseaux unis par le lien de la nouvelle religion de l'homme pour l'homme, nous avons pu facilement infiltrer tous les secteurs humains dans tous les pays occidentaux, et en modifier la base judéo-chrétienne. Le résultat est qu'aujourd'hui, cet homme, qu'il fasse partie du politique, de l'économique, du social, de l'éducation, du scientifique ou du religieux, a déjà, depuis notre dernière réunion de fin juin 67, abandonné son héritage passé pour le remplacer par notre idéal d'une religion mondiale basée uniquement sur l'homme. Coupé ainsi qu'il est dorénavant de ses racines historiques, cet homme n'attend plus, en définitive, que lui soit proposée une nouvelle idéologie. Celle-ci, bien entendu, est la nôtre, celle du village communautaire global dont il sera le centre. Et c'est précisément ce que nous lui apporterons en l'encourageant à faire partie, corps et âme, de ce réseau électronique mondial où les frontières des États-nations auront été à tout jamais abolies, anéanties jusqu'à leurs racines les plus profondes. Pendant que cet homme égaré sera absorbé par son enthousiasme aveugle à faire partie de sa nouvelle communauté mondiale en faisant partie de ce vaste réseau d'ordinateurs, pour notre compte, nous verrons, à partir des leviers supérieurs, qui lui seront cachés, à le ficher, à l'identifier, à le comptabiliser, et à le rentabiliser selon nos propres objectifs. Car à l'intérieur de cette nouvelle société globale, aucun individu ayant un potentiel de rentabilité, pour nous, ne pourra nous échapper. L'apport constant de la technologie électronique devra nous assurer de tous les moyens pour ficher, identifier, et contrôler tous les individus des populations de l'Occident. Quant à ceux qui ne représenteront aucune rentabilité exploitable, par nous, nous verrons à ce qu'ils s'éliminent d'eux-mêmes à travers toutes les guerres intestines locales que nous aurons pris soin de faire éclater ici et là en nous ayant servi, et de la chute de l'économie, des États-nations, et des oppositions et des revendications des divers groupes composant ces mêmes États.